les vengeances qu'elle suscite, ni la cruauté, ni la vengeance, mais bien plutôt la docilité, l'irresponsabilité de l'homme moderne, son abjecte complaisance à toute volonté du collectif. Les horreurs que nous venons de voir, celles pires que nous verrons bientôt, ne sont nullement le signe que le nombre de révoltés, des insoumis, des indomptables augmente dans le monde, mais bien plutôt que croît sans cesse, avec une rapidité stupéfiante, le nombre des obéissants, des dociles, des hommes qui, selon l'expression fameuse de l'avant-dernière guerre, ne cherchaient pas à comprendre. Ne cherchaient pas à comprendre. Tous les ratés sont cruels. Tous les ratés sont cruels. Le monde moderne est un monde raté. Il risque aujourd'hui de se jeter dans le suicide pour échapper à l'intolérable aveu de son impuissance. Ça a été écrit en 1942 par Georges Bernanos. La France contre les robots. Ce qui me semble très important, ici même, dans cette salle, il y avait un esprit libre qui intervenait et parlait du Canada. Les mêmes qui nous dépeignent comme des radicaux, ou la lutte contre le radicalisme, cette même société est d'une extrême complaisance pour remettre en cause l'égalité femmes-hommes et admettre au Canada des tribunaux rabbiniques et des tribunaux islamistes. C'était Fatia Agat-Boudjalat. Fatia Agat-Boudjalat a écrit 2 ouvrages remarquables, Contre le voilement et Le grand détournement. Je pense qu'on gagnera toujours. Il y a des mots qu'on doit se réapproprier qui sont à haute potentialité subversive, c'est le mot émancipation. Moi, je redisais les écrits de Rudolf Rocker sur le Yitzhak, le Yiddishland. Je relisais Max Nettlau. Ce que nous éprouvons dans notre vie quotidienne de militants, dans notre vie ouvrière, c'est une expérience. L'intelligence se construit dans l'action, disait Jean Piaget. Et je crois véritablement que nous avons, en tant que militants, un savoir expérientiel hautement subversif. Moi, je pense que les mots émancipation, égalité, qu'on ne sépare jamais de la liberté, sont des mots tout à fait puissants et tout à fait d'actualité. Je crois que Octave Mirbeau parlait de la grève des électeurs aussi. Voilà. Proudhon disait la politique, c'est la science de la liberté. On n'est pas des populistes. Les anarchistes ne sont pas des populistes, on est des politiques, mais on ne laisse pas le politique être confisqué par les seuls politiciens. La nuance est d'importance. La politique, c'est la science de la liberté, et on ne fera pas l'économie de penser notre affaire par nous-mêmes. Pelloutier le disait très bien, nous sommes les amants passionnés de la culture de nous-mêmes. Et je crois je pense qu'on en scotcherait plus d'un sur une capacité subversive à penser notre affaire. Et effectivement, revenir aux fondamentaux du communisme libertaire me semble quelque chose de très très important, effectivement. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'entendre un peu plus parler de ce que vous avez dit tout à l'heure, contourner le système de vote français et l'exemple, en tout cas, ce qui pourrait être inspiré par l'Espagne, Aragonais, c'est-à-dire on en est là, voilà, on a fait le constat. Probablement, on va pas, enfin, on va peut-être s'en sortir, mais on peut y croire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous auriez une proposition? Est-ce que l'Espagne, c'est inspirant? Je souris parce que pour moi, oui, ça l'est énormément. Et pas que l'Espagne. Effectivement, suivre ce qui se passe au Rojava est extrêmement puissant aussi. Parce qu'il faut imaginer que dans un pays en guerre, ils arrivent à laisser la place aux femmes, à toutes les femmes et à toutes les communautés religieuses qui peuvent se retrouver dans cette partie-là du monde. C'est un tour de force magistral. À mon sens, ce qui est en train de se passer, c'est ce que les Kurdes construisent. Et pas que les Kurdes, justement. Et c'est bien pour ça qu'ils sont la cible de tous les bombardements. Et qu'on les laisse tomber.
si je reviens aux collectivités d'Aragon, enfin, le fait de contourner le système, c'est qu'en fait, j'imagine même pas autre chose. C'est pas comme si j'étais en train de vous présenter un choix immense, une palette d'actions politiques dans laquelle on va pouvoir piocher tel ou tel. Pour moi, à mes yeux, c'est notre seule façon de nous en sortir dignement, avec émancipation, avec esprit critique, et en conservant toutes nos libertés. Et ce que je vois de très dangereux, et je pense que Jean-Pierre me contredira certainement pas, c'est toutes ces personnalités qui se disent écologistes, qui se disent conscientes de l'effondrement qui vient, etc., qui ont en plus, pour certaines d'entre elles, un aura scientifique de chercheurs et médiatique, dire que ce n'est pas grave d'abandonner quelques-unes de nos libertés pour sauver notre planète. Ça s'appelle une dictature, et ça peut s'appeler aussi une dictature verte, mais en fait, j'en ai rien à faire, c'est une dictature tout court. Mais la seule façon de lutter contre cette dérive-là, elle est bien sûr de se réapproprier le pouvoir, de faire qu'on se le partage, qu'on soit tous acteurs, et les assemblées locales, ou pas locales, ou régionales, enfin, ce qu'on veut, en fait, à chaque endroit où on est, parce que l'anarchie, c'est aussi ça, c'est être, et le montrer par l'exemple, la propagande par l'acte. On n'est pas des poseurs de bombes, on est des gens qui montrons par la cohérence de notre réflexion et de nos actions qu'on l'est sur toute la ligne. Et finalement, construire un espace de liberté et d'expression au sein d'une assemblée locale qui existerait en parallèle des municipalités. Et pourquoi je dis ça? Parce que les municipalités aujourd'hui sont quand même codifiées et régies par un système électoral et des subventions de l'État qui font que la liberté, elle n'est pas absolue. On n'est pas dans les cités médiévales, on n'est pas dans une cité athénienne, et on n'est pas non plus dans le cas où on aurait une indépendance totale de moyens au niveau municipal. Et donc, quand j'insiste sur le municipalisme, sur le communalisme libertaire, communisme, dans le sens de mise en commun, pas au sens stalinien, ça vous avez bien pensé, c'est bien pour que, avec les personnes qui ont décidé de mettre en commun, on le fasse concrètement. Et il y a un exemple aussi qui est très intéressant parce qu'il est concret, c'est en ce moment, dans le documentaire de Data Gueule de Démocratie, je crois qu'il est sorti il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Vous voyez l'exemple d'une entreprise en Thessalonique, Viomé. Je vous encourage à voir ne serait-ce que cette partie-là du documentaire. C'est peut-être ce qui met le plus de baume au cœur. C'est ce qui donne l'espoir d'une sortie du capitalisme. C'est ce qui me donne l'espoir, finalement, dans notre humanité. 26 salariés, tous à égalité, payés pareil, qui ont repris une entreprise en faillite et qui ont décidé de faire des produits d'entretien en bio. Qui se réunissent tous les matins pour décider à qui ils vont vendre, à combien, et qui n'ont pas fait que ça. Dans leur réalisation, il y a aussi un centre médical, un centre social. Il n'y a pas plus émancipateur comme exemple de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et ça, à mes yeux, c'est ce qui représente l'alternative au capitalisme. On est bien en train de produire quelque chose qui sert à tous. On le produit dans des conditions qui respectent nos ressources. Et on est en train de prendre des décisions en commun sur notre avenir, sur notre santé, sur notre culture, et avec une solidarité qui crève l'écran. Et rien qu'à regarder ça, mais on en pleure. Parce que c'est ce modèle-là, c'est pas celui de France Télécom, c'est ce modèle-là qu'on est en train de rêver. Et qu'on peut finalement faire. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas en Espagne en 1936. Ils sont en Thessalonique en 2018. Et peut-être que ça paraît complètement utopique. Et pour moi, ça ne l'est pas. Ce n'est pas une utopie, c'est notre seule façon de nous en sortir. On a dépassé le stade de l'utopie. Maintenant, c'est comment on s'organise finalement tous ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour la collectivité d'Aragon? Oui. Qu'est-ce qu'il y a... Qui a fait que ça n'a pas marché? C'est simple. Les communistes ont
décidé que ce ne serait pas une révolution et qu'ils allaient soutenir plutôt la bourgeoisie. Alors, l'idéal, c'est de lire George Orwell, Hommage à la Catalogne, qui l'explique très très bien. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que moi, je me souviens, j'ai fait histoire à la fac, j'ai jamais rien appris de la Révolution espagnole. On m'a appris la guerre d'Espagne, des républicains contre des franquistes. Jamais, à aucun moment, on m'a parlé des anarchistes. Jamais on m'a parlé de la CNT-FAI. Jamais. Les collectivités d'Aragon, je les ai découvertes il y a 1 an. J'ai honte, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont découvert beaucoup plus tôt que moi. On s'en fout, l'essentiel c'est juste de l'apprendre un jour et de savoir ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, si elles ont cessé d'exister, c'est parce que Staline a refusé, a dit on ne livre plus d'armes, on ne donne plus d'armes de toute façon aux milices principalement anarchistes. Il y avait le POUM, il y avait aussi les travaillistes qui faisaient la guerre aux franquistes. Mais en fait, la révolution espagnole telle qu'elle a été conçue, parce que ça prend du temps à concevoir, hein, l'éducation populaire politique, c'est ça, c'est créer des écoles, etc., avoir des lieux de discussion pendant 50 ans pour aboutir finalement à des syndicats extrêmement puissants, capables, quand le moment vient, de remettre en question le système. Et donc ces collectivités d'Aragon ont fonctionné de manière extraordinaire, sauf qu'à un moment donné, on leur a coupé les moyens. Et les républicains, n'ayant plus les moyens, n'ayant plus le soutien, je fais un résumé extrêmement brouillon, hein, mais vous irez regarder, c'est à peu près ça. Il n'y avait plus d'argent. Les anarchistes ont été, pour la plupart, mis en tôle, fusillés, torturés par républicains. Ensuite, Franco a gagné. Vous avez tous les exilés, mais on n'a plus jamais entendu parler de la révolution espagnole. On vous a parlé de guerre civile à l'école. Vous avez parlé de guerre d'Espagne. Parce que, et Orwell le dit magnifiquement bien, il ne fallait pas qu'on sache qu'il y avait une révolution et qu'elle avait marché, qu'elle avait réussi. Et si elle n'a pas réussi sur le long terme, c'est parce qu'elle marchait trop bien. Et c'est souvent le cas. Parce qu'en Ukraine, c'est passé la même chose. En 1919, en 1920, quand Nestor Makhno et la Makhnovchina se débrouillent pour faire des vrais soviets et des vrais conseils d'ouvriers et de paysans, en fait, ça marche. Simplement, Trotsky envoie ses troupes. Donc ça ne marche plus. C'est sûr. C'est efficace. Mais ça marchait. Et c'est ça, dans l'apprentissage de l'histoire, on a quasiment tout à revisiter. Ça prend du temps. C'est douloureux en plus. Parce que vous vous dites qu'on a eu un lavage de cerveau et une façon de nous apprendre les choses d'une telle façon. Et comme disait Howard Zinn, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Toujours. On n'a pas cette version-là. Et si vous voulez avoir la version des vaincus, je vous encourage à voir un documentaire extrêmement fort, qui est un vieux documentaire. C'est Vivre l'utopie, qui date de 1996, je crois, et qui, 60 ans après 1936, fait parler ceux qui ont vécu ces collectivités d'Aragon, ceux qui ont vécu la Révolution espagnole. Et vous voyez, alors qu'ils ont 90 ans, vous voyez dans leurs yeux, mais la passion, l'énergie et ce que ça a provoqué dans leur vie. Et finalement, quelque chose qui n'a duré que 2 ans, parfois, si on est précis, aux anarchistes, à partir de 37, ça va mal. Mais disons que dans leur regard et dans leurs mots, c'est comme si demain ils partaient encore, quoi. Ça a probablement été les 2 plus extraordinaires années de leur vie, alors qu'on était dans un pays en guerre, et qu'ils ont dû tout réorganiser. Et c'est là où le rôle émancipateur, quand chacun prend sa vie en main et agit, et que les effets se font sentir, ça n'a pas de prix, c'est juste la vraie vie. C'est pas arrivé comme ça. Ah bah non, c'est ce que j'ai dit, 50 ans. Il y avait quand même eu, en gros, le 1er mai 1936, un congrès de la CNT, de la FAI, peut-être que c'était tout seul d'ailleurs, à Saragosse. Oui. Et il y avait tout un oui. avant même que Franco commence à... Mais bien sûr.
il y avait tout un programme qui était écrit. Et c'est pas tombé comme ça. Mais je dis, ça a pris 50 ans. Donc et oui, deuxièmement, c'est le effectivement. fait que le milieu ouvrier ou paysan, parce que c'était beaucoup de paysans là, pardon, avait reçu l'influence, je ne dirais pas de délégués, mais de gens qui avaient été envoyés par Bakounine en 1860. Ils sont entre 60 et 70. Il avait envoyé des gars, pas pour endoctriner, mais pour expliquer un petit peu ce qui était l'idée de Bakounine. Et les marxistes n'avaient pas fait ça. Et effectivement, les marxistes se sont aperçus qu'il y avait eu beaucoup de boulot qui avait été fait pendant des années. Et Donc ne ça, pas... la révolution, non, mais... ça n'arrive pas comme ça. J'ai dit tout à l'heure que ça avait pris 50 ans, donc je ne pense pas avoir laissé un doute dans l'assistance que ça s'était fait en abattement de doigts. J'ai oublié quelque chose d'extrêmement important à mes yeux, c'est la partie féministe. Vu ce qui se passe aujourd'hui, j'ai quand même une grosse sensation de régression, surtout quand, en Espagne et ailleurs, les journaux anarchistes, beaucoup étaient rédigés par des femmes, et l'accent était mis sur l'appropriation de son corps, la réappropriation de son corps et la maîtrise de son corps, savoir connaître la sexualité, et finalement, ce qu'elles ont réussi à montrer, ce qu'elles ont réussi à apprendre et à propager, était exceptionnel. Et là aussi, bon, il y avait Mourir Célibres, mais il y avait Mother Earth aux États-Unis, et avec un foisonnement d'idées féministes, mais révolutionnaires, mais faut les lire aujourd'hui. Il n'y a pas à changer une virgule dans les combats qui sont les nôtres. Pas une virgule. Et ça fait énormément réfléchir sur quelle société on veut. Parce que pour moi, l'écologie, c'est féministe aussi. Et s'il n'y a pas le féminisme dedans, c'est même pas la peine d'être vécu. Et c'est même pas la peine de se battre. Et malheureusement, même chez les anarchistes, la position de la femme n'a pas toujours été prédominante. Mais ça change, ça change. Mais je voulais juste dire, j'ai pas la bibliographie dans la tête, mais je crois que quand même la CNT a fait quand même des saloperies, les têtes de la CNT à un certain moment au niveau de la qualification de ceux qui refusaient de travailler ou quoi. Là, je vais pas trop m'étendre parce que j'ai pas... Le fait d'être rentré au gouvernement, ça veut dire ou pas? Certains sont rentrés au gouvernement, mais comme je dis, je vais pas trop m'étendre parce que j'ai pas les documents là en tête précis. Mais j'avais vu, c'était organisé par la CNT dernièrement à Rennes, et c'était une dame qui avait écrit, qui avait participé au truc audio, là, Les Fils de la Nuit, très bien aussi sur la guerre d'Espagne, pour ceux qui ont du mal à lire par exemple. Et ils avaient écrit des bouquins aussi sur le communisme libertaire, du coup en Espagne, avant la Révolution espagnole, etc. Et elle mettait l'accent aussi sur le fait que les têtes de la CNT, et là c'est pour ça que je m'étends pas trop, parce que j'ai pas très bien retenu ce qu'elle avait dit, ils ont fait des saloperies au niveau... le fait de pousser à travailler dur, etc. Et que bon, c'était bien de faire la grève, par exemple, quand c'était encore le système d'avant, mais maintenant que c'était entre guillemets la CNT ou quoi qui était à la tête, fallait pas trop pinailler, quoi. Mais ils ont perdu tous les acquis qu'ils avaient eu pendant la grève et ils n'avaient pas encore plus de boulot alors que... Du coup, il y a... Alors que le principe de la collectivité, c'était, comme pas mal l'ont écrit, de ne travailler que 4 heures ou 2 heures par jour et que ça suffisait largement. Sauf qu'en temps de guerre, pour fournir effectivement nourriture et fourniture aux milices, il fallait bosser un petit peu plus. Mais le but, c'était de travailler 2 heures par jour. Bien sûr, l'histoire est pas parfaite. Mais... On revient sur les addictions au pouvoir aussi, hein, et sur le fait que quand on met le doigt dans le pot de confiture d'un pouvoir en croyant de l'intérieur changer le système, en général ça ne marche pas. C'est le système qui vous change, c'est pas vous qui le changez. Et les conceptions, c'est différent du productivisme, justement, en transisme ailleurs aussi. Ah oui, je crois bien, elle parlait de ça. Oui. Donc on retrouve aussi les clivages chez les anarchistes ou dans d'autres points. Hein. On peut être effectivement pour l'abolition du capitalisme, mais pour une société qui soit relativement productiviste si on reste
un peu matérialiste ou sur la technique, il y a des gens effectivement qui pensent que finalement le mode de vie qu'induit le capitalisme, dans sa majorité, ce ne serait pas forcément si mauvais si les moyens de production étaient socialisés, quoi. Or, je pense que c'est une erreur. Non, mais la prise. Peut-être pas à rejeter quand même. Il y a des, enfin, pas dans le sens pas dans le sens capitaliste, mais dans le sens. Il y a des gens qui, je pense, confort de vie. Souhaiteraient éventuellement sortir du capitalisme en conservant la société industrielle. Par exemple, c'est bien fait. C'est une douce illusion, à mon avis. Ouais. Mais ça, on peut le retrouver, effectivement, y compris dans des positions révolutionnaires ou radicales. C'est deux modes de pensée différents. D'ailleurs, Voltairine de Cleyre finira par une citation de femme. Voltairine de Cleyre disait en 1908 « L'attrait du confort matériel a toujours été plus fort chez les hommes que l'attrait de la liberté. » C'est peut-être ce qui nous portera poisse. Voilà. Merci. Je veux bien récupérer